Magnifique. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre ce matin pour cette Attends, Camille, troisième. Camille, excuse-moi 2 secondes, mais il y en a beaucoup qui sont toujours en connexion à l'audio. Donc, Voilà, juste peut-être attendre ça marche. On peut 15 attendre quelques 15 instants. secondes, parce que sinon, on risque d'avoir des gens qui vont avoir l'impression qu'on n'a pas démarré en même temps. Hop là. Ça arrive de toute manière pendant encore quelques minutes à chaque fois le matin. Hop là. Magnifique. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Heureuse de vous retrouver pour cette troisième journée du Salon de la transition professionnelle. Ce matin, je suis avec Sébastien Amande et Fred Colantonio pour une nouvelle conférence. Merci d'être avec moi ce matin. Vous allez bien? Bonjour Camille, bonjour tout le monde, ça va super. Merci. Parfait. Merci à Bonjour à tous d'être tous. avec nous. Alors ce matin, on va parler de comment se relever face à l'adversité. Et donc, on a la chance d'avoir avec nous donc Fred. Donc toi, tu es criminologue de formation. Tu es multi-entrepreneur, conférencier, auteur et tu accompagnes aussi les entreprises et les entrepreneurs. Et on parlera aussi de Reload, donc du coup Reload qui est une ASBL dans laquelle vous êtes ensemble. Et Sébastien, tu es le DG du coup de cette ASBL. Donc merci d'être avec moi ce matin, avec nous ce matin, et je vous passe la main directement pour rentrer dans le vif du sujet sur comment se relever face à l'adversité. Merci Camille. Allez, c'est moi qui vous emmène. Bienvenue à toutes et tous. Je vois qu'il y a beaucoup de monde. Sabine, Xavier qui ont déjà salué. Et Étienne, DJ. On a même DJ. Ça, on ne sait pas trop qui c'est, mais c'est sympa. Il dit bonjour et le dit. Nous avons un chat à notre disposition. Moi, je vais parler pendant 35 minutes à peu près. Et puis Sébastien prendra le relais pour parler de Reload. On est entre nous. Allez-y, si vous avez des questions, balancez-les dans le chat, posez-les au fur et à mesure. Autant que possible, vous allez voir que je ne vous regarde pas nécessairement toujours à la caméra parce que j'ai un œil qui est sur le chat et je peux en avoir un aussi qui est sur l'autre écran des slides que je vais vous partager. Donc, ce n'est pas nécessairement que je louche, c'est que j'essaye d'être un peu sur les différents supports que nous avons à notre disposition pour interagir. On garde un temps de questions-réponses à la fin malgré tout, un peu plus ouvert. Mais si jamais vous avez quelque chose, je vois qu'il y a Sophie qui dit bonjour, Liliane aussi, bienvenue. C'est un plaisir de pouvoir parler de ce sujet-là. C'est jamais drôle de parler d'un sujet comme celui-là, c'est tabou. Sébastien y reviendra par rapport à l'échec entrepreneurial plus précisément. Et pourtant, c'est ô combien nécessaire. Donc, merci à Camille et à toute l'organisation parce que depuis les années que j'ai le plaisir de donner des conférences un peu partout sur notre belle planète, je remarque en réalité que c'est probablement ce contenu-ci qui est le plus j'allais presque dire salutaire, quoi. En termes de besoins, je crois que ça soulage tout le monde quand on peut faire le point sur où on en est par rapport à ces thématiques qui ne sont pas nécessairement reluisantes. L'adversité, c'est quoi? L'échec, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression parfois d'être dans l'ornière, d'être en faillite personnelle par rapport à quelque chose? Moi, je vais vous emmener sur ce sujet-là en 3 moments. Le premier, ce sera, on va essayer de cerner un peu plus de quoi on parle. Qu'est-ce que ça veut dire se sentir en échec personnel? Qu'est-ce que ça veut dire avoir l'impression d'être soi-même une espèce de banqueroute là? Ce sont des sentiments désagréables qu'on a tous déjà éprouvés. On va essayer de comprendre à quel point notre cerveau nous joue des tours par rapport à ça. Premier moment. Deuxième moment, ce sera l'aspect central. Pour un même événement qui survient, vous tous ici et moi, je m'inclus, ensemble, nous avons des façons de réagir qui sont très différentes pour le même événement. Et donc, mon métier de base, c'est la criminologie. Ma formation socle, c'est celle-là. Ça fait 15 ans que j'accompagne des entreprises dans leurs défis de transformation, innovation, transformation digitale, management, leadership, tout ce que vous voulez. Il n'empêche que un des éléments constitutifs de notre manière de fonctionner, moi, je la ramène à des portraits robots. Ça, c'est un métier de criminologue, c'est-à-dire comment on fonctionne dans une même situation. Et donc, je vous présenterai de manière un peu caricaturale, parce que le temps qu'on a est limité, je vous présenterai 2 configurations psychologiques majeures dans le traitement de l'adversité et la gestion de l'erreur. Qu'est-ce qui fait que pour un même événement, certains vont se relever
Et qu'est-ce qui fait que pour un même événement, certains vont complètement s'effondrer? C'est ça qu'on va regarder ensemble et je pense que c'est l'élément central de ce qui pourra me permettre d'avoir une conclusion plus ou moins rapide suivant le temps qui me restera, qui sont les leviers de rebond. Quand on connaît mieux notre grille de lecture, notre logiciel personnel en quelque sorte, par rapport à ce qui peut nous mettre en échec, on est mieux armé pour pouvoir peut-être désamorcer certaines mécaniques ou en effet commencer à changer et à mettre en place une logique de progression. Je voudrais juste vérifier si ce programme vous convient. Vous mettez 1 si c'est OK, vous mettez 0 si ce n'est pas OK. Donc, dans un premier temps, on fait juste ça pour vérifier que vous êtes bien connecté. OK, il y a un peu des 1 partout. C'est super, je vous remercie. Si certains sont tentés de mettre 0, vous pourriez ajouter alors un élément qui vous ferait plaisir ou vous diriez, bah, tiens, moi, je m'attendrais quand même à ce qu'on puisse parler de ça. Comme ça, sait-on jamais, je peux peut-être y faire une petite assise ou ajouter un mot par rapport à une préoccupation que vous auriez. Il n'y a que des 1 pour le moment, c'est magnifique, merci beaucoup. Et il y en a beaucoup en plus, donc ça veut dire que vous êtes bien connectés, que la technique fonctionne. On peut démarrer, j'ai l'impression d'être un DJ quand je parle comme ça, mais bon, on peut démarrer. Je vous partage les slides. Voilà. Sébastien, Camille, on est bon sur les slides, vous les voyez, parfait. Donc, globalement, ce que vous appelleriez adversité, moi, je vais mettre les pieds dans le plat, je vais parler d'échec. Toutes les situations où on a l'impression d'être un peu en faillite personnelle, je vais qualifier ça d'échec. On va voir comment rebondir, non pas après, parce que beaucoup de gens imaginent qu'on rebondit après. Moi, j'ai écrit un bouquin, c'est la couverture que vous voyez là, et c'est rebondir sur l'échec, parce que c'est l'événement même qui est crucial, et c'est la manière dont on va gérer avant, pendant, après qui est important. Et surtout, vous voyez la baseline, là, le sous-titre, sans nécessairement jouer au tennis, même si on a joué sur une balle jaune dans le visuel, c'est comment est-ce qu'on fait de nos revers des coups gagnants. Ça, c'est le but du jeu. Pour faire ça, je vous disais, on a besoin de 3 temps. Le premier, c'est de cerner l'échec, de comprendre ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça implique? Cette notion d'adversité, cette espèce de mur qui nous résiste, il est constitué de quoi? Bon, vous devez savoir que les psychologues s'intéressent au sujet depuis probablement la nuit des temps, les philosophes aussi, de plus en plus, tout le métier du coaching, que ce soit le coaching personnel, le développement personnel, ce que les anglo-saxons appellent le self-help, que ce soit les coachs en entreprise, que ce soit toute personne qui est dans l'accompagnement des êtres humains, tout le monde s'intéresse de près ou de loin à cette thématique. Et pour vous dire à quel point ça peut être sérieux, la phobie de l'échec porte elle-même en soi les germes de l'échec. Regardez les noms qu'on a été nous trouver. Alors, il y a une étymologie, l'étymologie latine, l'étymologie grecque, les racines. La peur irraisonnée de l'échec, qui est paralysante pour beaucoup d'entre nous, s'appelle atychiphobie, je n'ai pas de mérite, je l'ai répété, ou cacoraphiophobie, selon que vous preniez la racine latine ou grecque. Donc, notre objet de discussion de ce matin n'est pas du tout quelque chose d'anecdotique, c'est une discipline, c'est un objet d'étude et il existe, vous le savez, des gens pour qui la perspective d'échouer est en elle-même paralysante, en soi. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir une extériorité, il n'y a pas besoin d'avoir un événement qui survient et qui ferait qu'à un moment, je n'ai pas le résultat obtenu, je tape à côté de la cible et donc je me dis, merde, là j'ai échoué, j'ai foiré, je suis nul, ça ne va jamais comme je veux. Certaines personnes dans ce qu'on pourrait appeler le genre humain, je coupe de temps en temps le diapo, ne vous étonnez pas, c'est pour vous reprendre en grand écran, vous faire un peu peur, c'est bientôt Halloween. Donc, je reviens parfois en grand écran pour qu'on échange et que vous me voyez. Certaines personnes parmi nous, en tant qu'individus, n'ont pas besoin d'avoir un événement traumatique qui peut survenir. Le simple fait d'imaginer qu'ils pourraient échouer est complètement paralysant. Si vous êtes dans ces personnes-là, peut-être qu'il y a un manque de confiance en soi, peut-être qu'il y a des échecs précédents qui vous amènent à ne plus oser. On va vérifier tout ça ensemble, on va en parler. Il n'y a rien de mal, il n'y a aucun jugement dans tout ce que je vais dire. J'espère que vous le comprendrez parce que parfois, comme j'explique les choses de façon un peu caricaturale ou peut-être humoristique, je ne voudrais pas que vous imaginiez à un instant que ni je suis jugeant, ni je sous-estime la profondeur de l'impact que ça peut avoir pour vous. Simplement,
j'essaie de déposer les choses de manière factuelle. Ce que je voudrais vous montrer, dans un premier temps, pour cerner le sujet, c'est à quel point nous sommes notre première faille. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'échec, c'est une représentation. C'est une interprétation que nous faisons de quelque chose qui arrive, un événement, et qui, à un moment, n'a pas probablement la tournure que nous avions envisagée, le déroulement que nous avions espéré et le résultat que nous pronostiquions ou que nous avions souhaité. Et donc, dès lors qu'on est dans ce type de tendance, on se rend bien compte que ça ne part pas comme on le souhaite, et donc on se dit, oulala, ça dérape, c'est la merde, ça part de travers, et boum, au final, on a une espèce de dissonance cognitive, notre cerveau reçoit un message qui n'est pas cohérent avec ce qu'il croyait, et du coup, tension, inconfort, sentiment de perte d'estime de soi, tout ce que vous pouvez imaginer, que vous avez certainement déjà éprouvé au privé, au professionnel, dans vos relations avec les autres, peu importe, tout ça fait partie de ce qu'on va embarquer avec nous dans la réflexion. Ce sur quoi je voulais insister, c'est à quel point notre lecture personnelle d'une réalité va conditionner la manière dont on va y réagir. Je répète, certains d'entre nous, enfin tout le monde, pardon, tout le monde parmi nous, pour un même événement, peut avoir une réaction diamétralement opposée. C'est la raison pour laquelle il est si difficile de définir l'échec. Parce que ce qui va être un échec pour vous ne sera pas un échec pour moi, et inversement, ce qui va être un échec pour moi ne sera peut-être pas un échec pour vous. J'explique souvent l'anecdote, j'ai raté une première année universitaire, je sortais des secondaires, comme on dit chez nous en Belgique, où tout était toujours allé les mains dans les poches sans pratiquement rien faire. J'arrive à l'université, je m'applique, j'étudie, je fais ce qu'il faut, mais j'étudiais comme ça, en ayant eu l'impression d'être au maximum de ce que je pouvais étudier, alors qu'en fait, à l'UNIF, on demande d'étudier comme ça. Et ça, je n'avais juste pas compris cette règle du jeu-là. Je l'ai découvert en pleine session d'examen. Je me suis pris 11 examens en pleine figure que j'ai raté tous les 11, ce qui ne m'a pas empêché de très bien réussir à la fin. Ce n'est pas le but de vous parler de ça. C'est juste pour vous dire que quand je partage cette anecdote d'avoir échoué une année universitaire, j'ai certaines personnes pour qui ça fait écho à quelque chose qu'elles ont raté, où elles se disent, mais moi, oui, j'ai ressenti ce même sentiment de faillite, d'avoir raté, de me sentir nul, de ne pas avoir compris ce qui m'arrivait. Et j'ai d'autres personnes qui disent, qui me regardent un peu comme ça, là, vous voyez, le coup de, enfin, la tête dans la main, en se disant, il va nous faire une thrombose, lui, parce qu'il a raté une année à l'UNIF. Il n'y a rien de bien grave là-dedans, ça arrive, quoi. L'échec, vous pouvez retenir, à une seule composante objective, j'ai tapé à côté de la cible. Je suis passé à côté d'un déroulement que j'espérais ou d'un résultat que je souhaitais. Tout le reste, c'est subjectif. C'est la raison pour laquelle vous ne comprenez pas parfois certaines personnes qui vous disent « j'ai raté un entretien d'embauche, c'est la catastrophe ». C'est la raison pour laquelle vous ne comprenez pas parfois certaines personnes qui vous disent « je viens de rater le permis de conduire, ma vie est terminée ». Peu importe l'objet, quand vous avez une différence d'interprétation, c'est parce que l'échec est subjectif. Qu'est-ce qui fait que l'échec est subjectif? C'est que notre cerveau est conditionné au sens pavlovien du terme, il est entraîné à nous tromper. Je vous montre deux exemples concrets, plutôt que de faire de la grande psychologie, deux exemples très pratico-pratiques pour illustrer ce qu'on appelle les biais cognitifs. Notre cerveau est façonné de telle manière que, entre la réalité d'un événement et l'impression que nous en avons, la lecture que nous en faisons, il y a un écart plus ou moins grand. Regardez cette image, vous l'avez certainement, en tout cas beaucoup d'entre vous ont dû l'avoir passé sur les réseaux à un moment. Nous voilà avec une tête couronnée anglaise qui vient péter une case et qui fait des doigts à les journalistes. Oui, mais non. Et c'est l'illustration d'un biais cognitif, de deux d'ailleurs. Premier biais cognitif, c'est la conclusion hâtive. Si vous avez directement, en voyant cette image, conclu en disant « quel grossier merle celui-là », vous avez procédé par conclusion hâtive. Vous avez directement conclu alors qu'il vous manquait des éléments de compréhension. Quels sont ces éléments de compréhension? Eh bien, un angle différent. Et si vous voyez un angle différent sur cette image, je vous en donne même deux,
Ben, vous voyez que notre prince, là, dites-moi un peu dans le chat, c'est lequel des deux? Moi, je les confonds tout le temps. C'est Harry ou c'est William, celui-là? Je sais, honnêtement, je ne sais plus. Je crois que c'est William, mais je ne suis pas sûr à 100%. Ah ouais, ok, ça arrive, parce que je me suis dit, ils ne savent pas non plus finalement. Ok, c'est le prince, le prince William. Bill, dit même Étienne, qui peut-être est un intime. Vous voyez à cette image que un même événement survient, il suffit que vous soyez face à lui ou de profil, votre lecture est différente. Eh bien, notre rapport à l'échec est conditionné notamment par ce positionnement par rapport à l'événement qui survient. Donc, premier biais cognitif que vous avez ici dans l'image, la conclusion hâtive. Je tire une conclusion alors que je n'ai pas tous les éléments à ma disposition pour le faire de manière éclairée, disons-le. Deuxième biais cognitif, ce que les psychologues appellent la vision tubulaire. La vision tubulaire, c'est réduire la réalité à un tube. Et donc, ici, si je ne regarde que cette image-là, j'oublie qu'il y a peut-être différents angles de vue, j'oublie qu'il y a peut-être un traficotage de l'image aussi, hein, avec tout ce qu'on fait aujourd'hui sur Photoshop, etc. Et systématiquement, je réduis mon champ de perception de la réalité. Vous le savez comme moi, quand on est en tristesse, quand on est en colère, quand on vient de subir quelque chose où on a des émotions très, très fortes, la tentation est grande d'avoir une vision tubulaire. Et je vous donne un dernier exemple de biais cognitif pour qu'on se mette un petit peu en jambes. Qui est ce joueur de tennis? Ça me permettra de vérifier un peu la moyenne d'âge des personnes qui sont connectées. Qui est ce joueur de tennis qui a été numéro 1 mondial pendant 4 ans? Si ma mémoire ne me fait pas défaut, j'hésite entre 4 et 7 ans maintenant, mais je crois que c'est 4 ans. Voilà, vous le connaissez, c'est John McEnroe. John McEnroe est illustratif, il l'a admis lui-même d'ailleurs dans sa deuxième partie de vie professionnelle, je veux dire qui est sa carrière de commentateur. John McEnroe, je vais le couper 2 secondes de l'écran pour qu'on puisse se voir. John McEnroe a admis que même s'il avait été numéro 1 mondial, il avait la frustration de ne pas avoir réalisé son plein potentiel, a-t-il dit. C'était très étonnant d'avoir une déclaration de ce type-là de la part d'un type qui a été numéro 1 mondial. Et l'image que je vous ai montrée est très emblématique du biais cognitif qui est l'autocomplaisance. Alors, indépendamment de l'aspect très sérieux de ce biais cognitif, c'est aussi très drôle parce qu'on en a tous fait l'expérience. Le biais d'autocomplaisance, c'est quoi? C'est très simple. Si je gagne, c'est grâce à moi. Typique de McEnroe, vous l'entendiez en interview après, c'est j'étais plus fort que mon adversaire, je l'ai surclassé, j'étais à mon meilleur, comme disent les sportifs, j'étais à mon meilleur, j'ai fait mon maximum. Bref, ça c'est quand je gagne. Et quand je perds, à votre avis, eh ben c'est jamais de ma faute. C'est pas moi qui ai fait une contre-performance. Et McEnroe était spécialiste mondial du biais d'autocomplaisance. Parce qu'à chaque fois qu'il perdait, c'était la raquette, l'arbitre, les spectateurs, la balle, le terrain, tout ce que vous voulez, quoi. Les journalistes qui écrivaient le papier, il entendait le journaliste dans le fond du cours, de l'autre côté, qui venait tourner sa feuille et ça l'avait déconcentré, madame, monsieur, oui, alors qu'il allait servir. Cette mauvaise foi caractéristique de l'être humain, vous l'avez aussi. Il y a bien un examen dans votre vie que vous avez réussi en disant « j'étais le plus fort » et il y a bien un examen, une interro ou peu importe que vous avez foiré et c'était forcément parce que le prof était dégueulasse, parce qu'il a posé des questions crapuleuses, parce que vous n'avez pas pu tricher sur votre voisin ou peu importe quoi. Hein. Alors, je vois dans le chat Séverine qui nous dit il y a le contraire aussi. Si je gagne, c'est de la chance. Si je perds, c'est de ma faute. Alors ça, ce n'est pas de l'autocomplaisance. C'est un autre biais cognitif. Enfin, c'est peut-être même pas un biais cognitif, si ce n'est de la perception de soi. C'est que c'est de la sous-estimation de ses capacités personnelles. Là, ce n'est pas tout à fait la même chose. L'autocomplaisance, c'est clairement se dire si je gagne, c'est grâce à moi. Et si je perds, ce n'est pas de ma faute. Maintenant, il y a peut-être une variante qui a été développée, puisque tous les jours, on a des nouveautés par rapport à ça. Mais principalement, c'est vraiment ce côté, ce qui est intéressant, c'est l'impact, si vous voulez, en termes de remise en question. Si je réussis et que c'est grâce à moi, je n'ai pas à me remettre en question, je suis le meilleur. Bon. Et si je perds, mais que ce n'est jamais de ma faute,
puisque c'est l'arbitre, c'est les conditions extérieures, c'est tout ce que vous voulez, je n'ai pas non plus à me remettre en question. Et donc, très souvent, vous avez des gens qui, quand ils ont la maturité d'un grand champion comme McEnroe, mais se rendent compte peut-être d'une marge de progression qui leur était encore disponible, qui leur était encore accessible, mais bien trop tard, puisque pendant peut-être des mois ou des années, ils ont nié cette capacité, puisque ce n'était pas de leur responsabilité, ce n'était pas de leur faute. C'est très lié au travail de Carol Dweck, que vous connaissez peut-être, sur les état d'esprit fixe, état d'esprit de développement. Je ne vais pas vraiment en parler dans les deux configurations psychologiques, mais c'est sensiblement la même chose. L'état d'esprit de développement, c'est un Michael Jordan, c'est quelqu'un qui vous dit tous les jours, moi je me suis entraîné parce que je pensais pouvoir faire mieux que la veille. Et donc, c'est comme ça que vous avez ce qu'on appelle des overachievers maintenant. Si vous prenez un Rafael Nadal, Roger Federer, ce sont des personnalités, des pointures qui vont chercher la performance de manière répétée. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans une logique de progression permanente. Et donc, l'échec n'est jamais qu'une donnée dans cette équation-là. Ça fait partie de ma façon de m'entraîner, de travailler, de me développer. À l'inverse, dans l'état d'esprit fixe, plutôt du type de John McEnroe, vous avez des personnes, on l'a encore vu avec les Jeux olympiques, certains athlètes qui ont craqué parce qu'ils pensaient que c'était gagné, parce qu'ils croyaient qu'ils étaient les meilleurs. Alors certes, ils se sont entraînés, mais a priori, c'est le talent qui joue, c'est quelque chose d'inné. La valeur travail est moins importante et moins valorisée, puisque normalement, comme je suis bon et que j'ai du talent, ça devrait marcher en un claquement de doigts. D'où aussi des réactions de colère, de craquage, qu'on appelle ça parfois aujourd'hui, devant la caméra, où vous avez un sportif ou une sportive qui s'effondre, parce que ce n'est pas normal, c'est incompréhensible, quoi. Ça n'a pas marché selon les plans, ça aurait dû. L'échec dans ce cas de figure-là n'est pas intégré. Normalement, je suis le meilleur, donc je dois gagner. Et comme ce n'est pas le cas, je vais trouver entre guillemets des excuses, en tout cas des circonstances extérieures pour justifier que ça n'a pas fonctionné. Ça peut être un contenu très intéressant pour vous. Carol Dweck, D-W-E-C-K, le travail sur les états d'esprit fixe, état d'esprit de développement. C'est super agréable à lire. En plus, si vous regardez son bouquin, je pourrais mettre les références après dans le chat pendant que ce sera Sébastien qui parle. Alors, deux configurations. Je vous les présente de manière un tout petit peu caricaturale. Je prends la précaution de le dire. Ce ne sont pas des profils nécessairement figés, donc vous pouvez évoluer dans le temps. Merci Camille qui a partagé l'information sur Carol Dweck. Et je vous dis surtout ceci, si vous le souhaitez, vous pouvez, soit à l'ordi ou sur votre tablette smartphone, soit sur un papier, vous pouvez faire le test en même temps que je l'explique pour voir un peu comment vous vous situez, si vous êtes plutôt à la configuration 1, la configuration 2. Simplement, si vous voulez faire ça, vous prenez une feuille et vous faites 3 colonnes avec jamais, parfois, souvent, ou rarement, parfois, souvent. Et je vais vous présenter 7 éléments dans la première configuration psychologique, et il y en aura 7 dans la deuxième aussi. Et vous pouvez faire le test de dire, tiens, pour le premier élément à propos de cet épisode qui va laisser des traces en moi, est-ce que je suis rarement concerné, parfois concerné ou souvent concerné? Vous aurez à la fin des deux, vous aurez une espèce de petit diagnostic pour dire, tiens, je suis plutôt celui-là, je suis plutôt celui-là, donc voilà sur quoi je dois essayer de progresser. Bien. Même élément, un épisode survient, il laisse des traces. Bon, ces traces, elles peuvent prendre 2 voies. Je commence par la première configuration psychologique, cette caractéristique que vous retrouvez toujours chez les personnes pour qui l'échec est vécu de manière, je vais dire ça comme ça, irrémédiablement négative, en tout cas péjorative. Ça reste, si vous voulez, une pierre dans la chaussure. Comment fonctionne, quelle est la psychologie des personnes qui perçoivent l'échec de manière nuisible, néfaste et diabolique? N'ayons pas peur des mots, l'échec est une spirale infernale. Eh bien, la première caractéristique de cette spirale infernale, c'est que l'échec va remettre en question qui nous sommes. Comprenez-moi bien, ça signifie que par rapport à un événement qui survient, il va remettre en question ma personnalité. L'échec va questionner mes capacités.
C'est le syndrome du loser. Ça signifie que quand on rate quelque chose, on ne se dit pas j'ai raté, ça devient je suis raté. Et donc la personne qui ressent ça dans ses tripes va systématiquement élargir. Elle ne va pas dire j'ai foiré un examen, elle ne va pas dire je viens de me faire larguer. Non, elle va dire c'est chaque fois pareil. À chaque fois que tu veux faire un truc, ça finit dans le mur. C'est quand même la logique habituelle, ça merde à la fin. Voilà. Je suis un raté, je suis un loser. Donc, premier mot-clé que vous pouvez retenir, et là, vous pouvez le noter, vous pouvez mettre rarement, parfois, souvent, l'échec a un caractère absolu. Ça entache l'ensemble de votre personnalité. De nouveau, il n'y a pas de jugement de valeur. Hein. Vous pouvez mettre souvent, vous ne serez pas une meilleure personne, vous ne serez pas une moins bonne personne. C'est juste un état de fait. J'ai plus ou moins tendance à réagir comme ça quand il m'arrive quelque chose. 2, puisque l'échec contamine notre personnalité, on a du mal à se regarder dans le miroir. Hein. J'imagine que vous comprendrez aisément. Si j'ai du mal à me regarder en disant, bon, allez, je vais peut-être essayer de faire un truc chouette aujourd'hui, puisque je sais que j'ai toutes mes casseroles là que je tire derrière moi. Et donc, logiquement, je ne vais pas être au mieux pour être à disposition des autres. Donc, repli sur soi. C'est le syndrome typique des personnes qui se disent si vous voulez monsieur, madame Poissard, c'est à moi qu'il faut demander. Sinon, ne me cherchez pas sur un projet. Hein. C'est moi, oh non, 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 je ne suis pas fiable. Si vous avez quelqu'un dans votre entreprise, dans votre association, parmi vos collègues, parmi vos amis, qui est toujours le monsieur ou madame, oh, ne me demandez pas, parce que, oh non, surtout pas de responsabilité pour moi, parce que sinon, ça merde, ça va rater, eh bien, c'est monsieur, madame boiteux. C'est la personne qui dit, non, non, la planche pourrie du groupe, c'est moi. Monsieur, pas de chance, c'est moi. Donc, boiteux, c'est la deuxième caractéristique. Je m'isole des autres parce que je ne peux même pas compter sur moi-même. Voyez ? 1, l'échec contamine ma personnalité. 2, je suis boiteux. Logiquement, quand je fonctionne comme ça, j'ai beaucoup de mal à vivre avec moi-même. Hein, forcément, c'est pour ça qu'on a des conséquences parfois dramatiques de gens qui mettent fin à leur jour quand ils n'arrivent pas à sortir de cette mécanique-là. La plupart du temps, heureusement, les gens ne mettent pas fin à leur jour. Qu'est-ce qu'ils font? Ils externalisent l'échec. Comment est-ce qu'on externalise l'échec? En l'universalisant. L'échec ternit notre vision du monde. Ça signifie simplement que c'est pas que moi, quoi. Si on regarde bien, c'est les gens qui sont méchants, c'est le monde qui va mal. Et donc là, vous avez monsieur, madame dans vos copains, dans vos connaissances, dans vos collègues, qui est monsieur, madame mauvaise nouvelle. Ou la vieille tante là, à qui vous allez dire bonjour une fois de temps en temps, maintenant qu'on peut fréquenter les gens qu'on aime, vous allez lui dire bonjour une fois de temps en temps, et elle commence toujours par vous raconter les mauvaises nouvelles du journal parlé qu'elle a vu hier. T'as vu encore ce qui s'est passé? Hein. Ce sont les gens qui mettent le focus sur tout ce qui ne va pas dans le monde. Ce n'est pas nécessairement conscient, ce n'est pas nécessairement pour dire de noircir le tableau, c'est pour se dire que finalement, l'échec, c'est quelque chose de oui, d'universel qui arrive tout le temps, qui est là partout. Et donc, en quelque sorte, c'est des gens qui vont dire on n'est quand même pas les pires. Hein. Ils cherchent à se réconforter en se disant que l'herbe est encore moins verte ailleurs, si vous voulez. Ça, c'est les 3 premières caractéristiques. Absolu, boiteux, universel. De ces caractéristiques, de cette façon de se voir soi-même, de voir notre relation aux autres et de voir notre relation au monde, découlent les 4 caractéristiques qui restent dans cette première configuration où, je vous rappelle, l'échec est une spirale infernale, une ornière dont je n'arrive pas vraiment à sortir. Le 4e élément, la 4e caractéristique, c'est donc logiquement que l'échec nous fait baisser les bras. Puisque je suis une faillite personnelle, puisque les autres ne peuvent pas compter sur moi, je ne veux pas qu'ils comptent sur moi, et qu'en plus, je vois l'échec partout dans le monde, j'abandonne, quoi. Je me dis, mais à quoi bon essayer de vouloir changer le monde? À quoi bon essayer de vouloir avoir un impact quelconque? C'est des gens qui laissent tomber, quoi. C'est des gens qui sont un peu ternis comme ça. Ils se sentent sans ressources par rapport à quelque chose, par rapport à une espèce de mouvement qui les dépasse. Et ce mouvement qui les dépasse, je l'ai caractérisé par le mot-clé implacable. L'échec est inévitable. Ça nous pend au coin du nez, quoi. Au bout de la rue, là, quand ça va tourner, il va se passer une catastrophe.
ce côté implacable, c'est vraiment sur l'aspect on meurt à la fin, quoi. On ne peut pas éviter ça. C'est les gens qui sont dans la répétition des mêmes choses. Supposons un entrepreneur qui doit déposer le bilan et qui dit mais moi de toute façon c'était couru d'avance quoi parce que ça m'est arrivé à l'école, j'ai jamais réussi dans mes relations amoureuses et c'est déjà la deuxième fois que j'essaie de monter ma boîte donc c'est sûr que ça va continuer. Peut-être que la personne n'est pas faite pour ça, mais elle ne vous dit pas je me rends compte, j'ai appris, je ne suis pas faite pour ça. Non, 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 c'est inévitable, je peux tenter tout ce que je veux, ça finira quand même par foirer. Elisa, s'il y a des choses qui sont trop dures dans ce qui est dit, parce que je vois dans le chat qu'elle dit c'est super dur comme sujet, en effet, ce n'est pas un truc rigolo, ce n'est pas du tout confortable pour ces personnes-là d'être dans cette situation. C'est pour ça qu'on doit bien les comprendre, pour pouvoir se dire quelles sont les clés qu'on peut aller chercher pour essayer de les ramener, non pas dans un effet de balancier à dire mais c'est cool, c'est super chouette, regarde la magnifique possibilité que tu as d'apprendre. Vous dites ça à quelqu'un qui raisonne comme ici pour le moment, vous faites pire. Mais c'est peut-être pour essayer de ramener une certaine forme de, j'allais presque dire, de neutralisation de la perception qui est forcément très noircie par ces personnes-là. Donc, Elisa, si tu as besoin d'informations, si tu as besoin que j'affine un terme ou l'autre, ou si tu as besoin que je nuance un peu plus des éléments, Elisa ou d'autres d'ailleurs, hein, utilisez le chat, parce que je vois qu'il y a des gens qui nous rejoignent en cours de route. Je vous rappelle que c'est là pour ça. Posez vos questions, partagez vos ressentis pour qu'on puisse évoluer ensemble dans notre réflexion. Cinquième caractéristique, baisser les bras en face de quelque chose, ce n'est pas tenable dans la durée. Donc, à un moment, on prend la poudre d'escampette, comme on disait avant. C'est une vieille expression, je pense, pour les plus jeunes d'entre vous, ils doivent se dire oh, c'est sûr que ce mec-là est daté. Quoi. Déjà qu'il n'avait plus de cheveux, alors là, c'est terminé. L'échec qui nous fait fuir, c'est exactement ça. Nous entrons dans le côté atychiphobie, caccorafiophobie. Nous n'osons plus parce que nous pronostiquons systématiquement que la roue va se répéter et que comme on a déjà raté avant, on va rater cette fois-ci aussi. L'hypothèse de la bonne surprise est impossible. Et donc, vous avez des gens qui se cachent d'une part par rapport aux expériences qu'elles peuvent faire, mais aussi dans ce qu'elles sont prêtes à partager aux autres. Donc, sur leur CV, par exemple, elles vont pas être très franches, quoi, sur j'ai travaillé tant de temps dans telle boîte, etc. Non, 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 on va essayer de masquer tous ces éléments-là. Ça donne comme conséquence, c'est pour ça que vous avez hors sujet ici, vous avez des gens qui ont développé, et je réponds à la question de Sabine Thérèse qui est dans le chat, vous avez des gens qui développent, c'est donc acquis, une incapacité à capitaliser sur l'expérience. Puisque j'ai l'impression que l'histoire est un éternel recommencement et qu'à chaque fois que je fais quelque chose, ça rate, j'arrête de me dire, je peux peut-être apprendre de ça, je peux peut-être tirer des leçons de ça, je peux peut-être me dire, on m'aura une fois, on m'aura deux fois, mais pas trois fois, par exemple. Et donc, ce sont des gens qui vont dire, non, 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 moi, quand je rate un truc, je ferme la porte, quoi. Souvent, par biais d'autocomplaisance. Ouais, c'est le prof qui était con. À l'UNIF, c'est tous des nazes, c'est pas pour moi, là. Au revoir. Et donc, vous avez beaucoup de gens qui passent du temps à refermer le champ des opportunités parce qu'elles n'imaginent pas qu'il puisse y avoir une alternative. Voyez? Donc, l'échec est disqualifié. Hop, on le met sur le côté, c'est hors sujet. Bien joué, SM qui dit déjà McEnroe, c'est pas tout jeune comme exemple, donc c'est vrai que ça date un peu le propos. Il me reste deux éléments pour terminer la configuration psychologique de la spirale infernale. Vous allez voir que l'autre est en rebond, donc dans 5 minutes, j'ai terminé, à peu près, je crois que je serai grosso modo dans le temps. L'avant-dernière caractéristique, c'est que l'échec nous fait peur. Je regarde les questions au fur et à mesure pour les intégrer. L'échec nous fait peur. Forcément, puisqu'on n'ose plus rien, puisqu'on craint qu'à chaque fois qu'on va faire quelque chose, ça parte de travers, et puisqu'on passe notre temps, si vous voulez, à raccourcir la branche sur laquelle on est assis, forcément qu'à un moment, on développe un sentiment, une certaine forme de paralysie. Cette peur, elle se manifeste très bien sur cette image-là. À chaque fois que vous pouvez vous dire, si j'étais enfant, je tenterais le coup, mais si on prend mon cerveau d'adulte et qu'on l'injecte dans le corps de la petite fille ici pour me dire est-ce que j'ose ou pas, eh bien si à chaque fois que vous vous dites, si on prend mon cerveau d'adulte, qu'on le met dans le corps de la petite fille, j'y vais pas,
c'est la peur de l'échec. Pourquoi? Parce que de manière très claire, la petite fille, vous voyez, elle tire la langue. C'est pour ça que j'ai pris cette photo-là. Parce qu'elle tire la langue. Donc, elle ne s'attend pas à ce que ça soit facile, mais elle se dit, cette fois-ci, je vais y arriver. Ou en tout cas, je vais le tenter. Nous, en tant qu'adultes, si on veut bien, de manière raisonnée, admettre les choses, qu'est-ce qu'on se dit? Ouh là là, il n'y a pas les petites roulettes de sécurité sur les roues arrière et il n'y a pas d'adulte à proximité pour tenir la selle. Et donc, il y a 9 chances sur 10 que nous, avec notre cerveau d'adulte, on ne se lance pas. C'est les défis auxquels vous faites face, courir un marathon, perdre du poids, changer de boulot, oser présenter un projet à vos coéquipiers, lancer votre boîte, peu importe. Votre vélo, actuellement, est exactement comparable à celui de la petite fille. Et donc, nous nous réfrénons par peur et par pronostic de tout ce qui ne va pas aller, au lieu de regarder peut-être l'hypothèse favorable. On ne sait jamais, comme disait Jean-Claude Duss, sur un malentendu, ça peut marcher. On n'est pas du tout dans ce trip-là, on est dans la peur qui paralyse. Ça, c'est le 6e. Le dernier critère, c'est la conséquence directe de la peur, c'est qu'en tant qu'adulte, la petite fille, si elle a vraiment peur, elle va peut-être pleurer, elle va dire « j'ose pas », elle va dire « j'ai peur ». En tant qu'enfant, on dit les choses, les sentiments, les émotions qu'on a. Je vous parle bien d'enfant, je ne parle pas d'ado. En grandissant, il y a un twist qui se fait par rapport à ça. On change, on bouge. Et donc, cette peur, et c'est peut-être l'aspect le plus dramatique de l'histoire, c'est que cette peur d'enfant devient pour les adultes que nous sommes les excuses. Nous nous construisons, je vous ai parlé des biais cognitifs, nous nous construisons des histoires dans notre tête pour nous convaincre d'un discours qui n'est pas vrai. Parce qu'on sait au fond de nous-mêmes, quelque part, que si on retente le coup, préparé différemment, accompagné différemment et peut-être mieux disposé, on peut avoir une issue différente. Sauf que, à l'aide des 7 ou des 6 critères précédents que je viens vous expliquer, que je viens de vous présenter, ce n'est pas possible. Ce n'est plus concevable. Et donc, plutôt que de se dire, je vais me confronter une nouvelle fois en me disant, cette fois-ci, j'aurai peut-être une issue favorable, je suis dans un autre biais cognitif qu'on appelle l'autoréalisation de la prophétie. Je vais confirmer ce en quoi je crois. Donc, si je me dis que je suis nul et que ça va rater, ben, je vais tout faire, consciemment ou inconsciemment, pour que ça rate. Et ça, c'est un véritable drame. C'est la raison pour laquelle, avec Sébastien, on est aussi animé par le sujet, parce qu'il n'y a rien de pire que des gens qui s'éteignent et qui ne croient plus qu'il existe dans la vie une certaine forme de magie, une capacité à déjouer les pronostics, une capacité à créer l'effet de surprise, à arriver là où on ne nous attend pas, et finalement à pouvoir se dire, à rallumer une lumière, à créer l'étincelle. Vous avez beaucoup de gens qui sont désabusés. Si vous connaissez des gens comme ça, dont les qualificatifs que vous pourriez utiliser pour les décrire, c'est aigri, désabusé, blasé, un peu avec une certaine forme de lassitude comme ça. Peut-être, je ne dis pas que c'est nécessairement ça, ce serait une conclusion hâtive, mais peut-être que que l'origine de leur attitude un peu basse, là, comme ça, énergie, eh bien, vient de leur rapport à l'échec. Parce qu'elles sont dans cette première configuration. Je regarde 3 secondes le chat pour voir s'il y a des éléments que je dois absolument prendre, et puis je vous présente la deuxième config. Alors, il faut effectivement de la force pour se rendre compte de ça. Regardez dans le chat parce que Elisa partage des choses en vous demandant votre avis aussi. Donc, vous pouvez questionner ça, vous pouvez lui répondre. Je dois vous dire une chose. Merci Stéphanie qui a la gentillesse de dire « moi, ça fait longtemps que je vis dans le noir ». Je dois vous dire une chose, et ça, je peux vous l'affirmer avec toute ma détermination sur le sujet et toute ma passion pour le fait de chercher à rallumer des lumières chez les gens. Toutes les personnes qui subissent un échec de manière invariable, elles passent par ces 7 éléments. Donc, si vous vous retrouvez dans les 7 caractéristiques, plus ou moins fort, vous avez plutôt rempli
assez fort le côté du tableau qui est parfois et souvent, c'est humain, c'est normal. Bravo, ça signifie que vous avez des émotions. Bienvenue, vous faites partie des êtres humains qui ont pas seulement un cerveau et un corps, mais qui ont aussi un cœur. Et donc, parfois, quand ça frappe dur et que ça frappe fort, ça fait mal, c'est normal. La différence fondamentale, vous allez le voir ici maintenant, c'est que les personnes qui développent une attitude constructive, vous avez à l'écran, l'attitude constructive, je crois. Ouais. Les personnes qui développent une attitude constructive, elles ne restent pas durablement dans cet état crasse dans lequel on peut passer. Donc, la différence entre ceux qui rebondissent et les autres, c'est ceux qui arrivent à un moment, à l'aide d'un des 7 ingrédients que je vais vous partager maintenant, voire plusieurs, elles arrivent à se dire « Ok, time. Maintenant, j'avance. » Et comment est-ce qu'elles font ça? 7 ingrédients, très faciles à comprendre. Ça me permettra de conclure sur les leviers de rebond. Je vous les partage. Premier ingrédient que vous retrouvez à chaque fois. Les personnes qui rebondissent, qui arrivent à développer une attitude constructive, je ne dis pas positive exprès, parce que ce n'est pas nécessairement agréable, ce n'est pas nécessairement béni, oui, oui, tout va bien. Non, se relever d'un échec, surmonter l'adversité, c'est parfois un combat, c'est parfois en mode rageux qu'on finit par s'en sortir. Et donc, je préfère parler d'attitude constructive. Je ne vous dis pas qu'il faut être rageux pour s'en sortir, hein, mais certains vont aller trouver cette espèce d'énergie du désespoir. D'autres vont peut-être se dire de manière plus posée, voilà ce que j'apprends, voilà ce que je comprends sur moi. Bon. La question d'Amandine qui est comment on fait pour renverser la machine, ça commence maintenant. Premier élément, nous ne sommes pas les échecs qui nous arrivent. Donc, à chaque fois que vous avez la tentation de vous dire « je suis nul », vous faites marche arrière. Ce n'est pas « je suis un raté », c'est « j'ai raté ». Et même si vous ratez plusieurs fois, vous n'êtes pas un raté pour autant. Ça arrive à tout le monde. Personne ne peut se coucher le soir en disant « j'ai eu une journée parfaite où j'ai réussi absolument tout ce que j'ai fait ». Personne, 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 personne. Alors, autant je ne connais personne qui se lève le matin en disant je me réjouis de foirer ma journée et de foutre la merde au boulot et de me friter avec ma compagne, autant je ne connais personne qui se couche le soir en disant journée mais parfaite sur toute la ligne. Dans tout ce que j'ai fait, j'ai été brillant, impeccable, zéro défaut, zéro déchet. Ça n'existe pas. C'est très souvent un piège lié au perfectionnisme, ça. Et donc, nous devons laisser ça de côté. C'est relatif. On fait chacun du mieux qu'on peut avec les ressources qu'on a et avec notre disposition du jour. Il y a des jours où on est plus en forme, des jours où on est moins en forme. Première caractéristique pour les gens qui réussissent, qui rebondissent et qui ont une attitude constructive, l'échec est relatif. Deuxième caractéristique, je ne suis pas toujours responsable de ce qui arrive. Je pense que personne parmi nous n'a demandé que le Covid nous tombe sur le coin de la cafetière. Par contre, nous sommes responsables de nos réactions. Donc, je n'ai pas toujours la main sur une circonstance fâcheuse. Regardez-le avec les Paralympiques, tous les sportifs de haut niveau qui développent des facultés énormissimes alors qu'il leur manque peut-être un bras, une jambe, une certaine capacité motrice. C'est bien la preuve que ce qui compte, c'est plus ce qu'on va faire avec quelque chose qui nous arrive que ce qui arrive proprement dit. Cette deuxième caractéristique, c'est tout l'inverse de la spirale infernale, ça implique que nous nous plongions dans ce qui s'est passé et que nous acceptions, non pas de le revivre de manière traumatisante, mais pouvoir se dire quelle est ma part de responsabilité. Là, je vois Sabine Thérèse qui disait ça à Elisa, prendre la responsabilité, ça ne veut pas dire culpabiliser. Non, ça veut juste dire, si je vous remets à mon année d'études que j'ai plantée, de me dire, OK, si je savais qu'il fallait étudier aussi fort, je m'y serais pris plus tôt, je m'y serais pris autrement, j'aurais fait un agenda, un planning, j'aurais fait tout ce qu'on veut pour ne pas arriver la gueule sur les examens et manger les 11 et les rater. La partie personnelle, c'est exactement ça. C'est juste se dire, qu'est-ce que j'ai sous la main, qu'est-ce qui m'appartient, et donc qu'est-ce que je vais pouvoir modifier, et qu'est-ce qui ne relève pas de ma responsabilité. De manière lucide, hein, pas se mentir, quoi. C'est se dire droit dans la glace, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce qui n'est pas de mon ressort. 3, si on commence à accepter ça, on bascule dans une espèce de mode de vie qui est essai-erreur.
Je sais que je ne réussis pas tout, mais je vais essayer de faire en sorte que je réussisse plus des trucs que ce que je n'en rate. Si on comprend ça, on commence à ajuster notre perception de l'échec. Beaucoup de personnes voient l'échec comme une espèce de monolithe, quoi, un truc qui les dépasse, qui est beaucoup plus grand qu'eux et qui n'arrivent pas à contourner et maîtriser. Les gens qui ont une attitude constructive, c'est la même chose. Ils ont un gros bloc devant eux, sauf qu'ils se disent, je vais le découper en petits morceaux. Et souvent, en le découpant en petits morceaux, ils en font des marches d'escalier. Et ça leur sert de briques au fur et à mesure. La vie est une somme d'essais-erreurs. Je le remets pour Sabrina. Je crois qu'elle disait, je peux revoir la phrase, me semble-t-il. La vie est une somme d'essais-erreurs. On teste des trucs et on essaye de faire le mieux possible en fonction de ce qu'on a et de qui on est. Quatrième caractéristique, puisque je sais que je peux ajuster ma perception, j'ai une boucle de rétroaction, un feedback. J'ai une capacité d'apprentissage. Donc, ce qu'on appelait avant l'échec devient une répétition. Je m'entraîne, j'apprends. Est-ce que c'est la meilleure conférence que je donne? Non, je dépasse le temps. Et Sébastien a la gentillesse d'être juste au rouge, mais de ne pas faire la tête. Parce que voilà, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler, j'ai envie, je sais pas, vous m'envoyez de l'énergie aussi, donc je me dis, je veux leur expliquer ça pour qu'on se comprenne bien. Du coup, je brûle le temps. Ce n'est que... Et Sébastien se masque, du coup, il dit, allez hop, je vais le punir, cloup, je m'enlève. Donc, je brûle un peu le temps. Ce n'est clairement pas la meilleure conférence que je donne, parce que ce n'est pas peut-être la plus structurée, ce n'est pas la plus respectueuse du tempo. C'est comme ça. Je débrieferai, je me dirai, OK, la prochaine fois, je dois veiller à cet aspect-là pour essayer d'être meilleur, j'allais dire encore meilleur, mais vous ne trouvez peut-être déjà pas que je le suis. Mais donc, j'essaye de me dire, le coup d'après, j'essaierai de mieux mitiger le timing, de mieux le gérer, d'être plus court sur ça, d'être plus long sur ça, de mieux doser, quoi. C'est le processus d'apprentissage. Vous avez une phrase magnifique de Tal Ben-Shahar, qui était professeur de bonheur à Harvard, et qui a dit ceci. Si, il faut que je le dise dans le bon sens, si nous n'apprenons pas à échouer, nous échouons à apprendre. La clé de compréhension, elle est pile poil là. La différence entre ceux qui restent coincés dans l'ornière et ceux qui rebondissent, c'est celles et ceux qui se disent l'échec est une saloperie, comme tout le monde, je m'en passerai bien. Personne ne se lève le matin en disant je me réjouis d'échouer, je le répète. Mais ce sont celles et ceux qui vont dire quitte à merder, autant que ça me serve à quelque chose. Si nous n'apprenons pas à échouer, nous échouons à apprendre. L'échec est un mal nécessaire, c'est un passage obligé. Cinquième caractéristique, si j'ai bien compté, l'échec est un ingrédient de progression. Ça fait partie de notre dynamique d'individu. La société, les médias, l'éducation, l'école, il y avait une question sur l'éducation tout à l'heure, nous donnent une image faussée de qui nous sommes. La science l'a fait aussi. À un moment, la science nous a dit, dans les années 80, 90, le cerveau a un temps de développement fini. Si vous vous souvenez, notre capacité d'apprendre dans les années 80, 90, on nous avait dit, oh là là, dépêchez-vous tant que vous êtes jeune, parce qu'à partir d'un certain âge, ça s'arrête. Hein. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous parle de plasticité cérébrale, on nous parle de capacité d'apprentissage infinie. C'est extrêmement optimiste, c'est extrêmement positif. À n'importe quel âge, vous pouvez redistribuer vos propres cartes, vous pouvez changer de posture, vous pouvez déjouer les pronostics. L'échec est un ingrédient de notre évolution. Ce n'est pas la même chose que le processus d'apprentissage. Processus d'apprentissage, je peux apprendre des choses de ce qui m'arrive qui ne sont pas nécessairement rigolotes au départ, mais que je vais transformer. L'évolution, je suis un individu en développement permanent. Tant que je respire, j'ai une marge de manœuvre. Avant-dernier, je crois, caractéristique, l'échec est donc une ressource. Les premiers, ils fuient l'échec. Les deuxièmes, ils en font quelque chose d'utile. Entre futile et utile, il n'y a qu'une lettre de différence, mais tout change. Il y a un monde qui s'ouvre à vous si vous acceptez de vous dire, quand je rate, ça ne veut pas dire que je suis à rater, quelle est ma part de responsabilité, qu'est-ce que je peux apprendre, comment je m'y prends autrement le prochain coup, etc., etc., etc. L'échec doit devenir quelque chose d'utile. Dernière caractéristique, l'échec dans cette conception-là n'est donc pas opposé à la réussite. Si je ne suis pas le gagnant, ça ne veut pas dire que je suis le perdant.
Si je ne réussis pas, ça ne veut pas nécessairement dire que je rate. Ça, c'est de la vision tubulaire. C'est de la conclusion hâtive. Si j'admets que l'échec fait partie de mon processus d'apprentissage et que je reprends des trucs sous le bras qui sont constructifs parce qu'ils m'aident à me développer, eh bien, l'échec est une manière de faire passer la lumière, puisque c'est une fêlure. Vous connaissez cette phrase-là, il fallait quand même que je mette une citation au moins dans la presse. Et donc, l'échec devient un carburant, c'est un moteur. Ce sera mon message de conclusion. Si vous voulez développer des leviers de rebond, vous devez admettre que l'échec est un carburant. Et le meilleur levier de rebond, je vous le donne, c'est de réapprendre à devenir votre propre repère. La première personne sur qui vous devez réapprendre à compter, c'est vous. Et donc, vous devez, si vous êtes dans l'ornière de la première perception, trouver des personnes qui vont vous aider à redévelopper une vision constructive de vous-même. À quoi est-ce que vous êtes encore bon malgré un échec? Sur quoi est-ce qu'on peut compter sur vous? Et donc, demander aux autres, je remets la citation de nouveau pour Sabrina, There's a crack in everything, that's how the light gets in. C'est ce qu'il dit dans la chanson Anthem, je pense, si j'ai bonne mémoire, ou c'est le nom de l'album, mais bref, c'est Leonard Cohen qui explique ça. Donc, je vous le répète, si vous avez l'impression d'être plutôt dans la première perception que dans la deuxième, allez trouver des personnes qui vont vous dire mais tu es toujours dispo pour ça, tu es toujours fiable pour ça, tu es une personne qui a telle et telle et telle qualité. Ce n'est pas le but de frimer ou de se la péter, c'est le but de retrouver des points d'appui. C'est considérable la manière dont ça peut vous aider à rebondir quand vous êtes dans l'ornière. Je vous remercie, j'ai dépassé le temps, j'en suis désolé, je cède la parole à Sébastien, je reste dispo avec vous dans le chat pour échanger si vous avez d'autres questions. Mille merci. Pardon Sébastien, c'est à toi de jouer. Mais je te pardonne, mon bon Fred, je te pardonne. Merci effectivement pour cette conférence que j'ai toujours plaisir à revoir. Et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je vais le mettre directement parce que je sais que Fred n'aime pas tellement parler de lui à ce niveau-là, mais moi j'aime bien parler de lui. Et donc cette conférence, en fait, il l'a extraite en partie du livre qu'il a écrit Rebondir sur l'échec. Alors, je fais un peu de prod, surtout pour moi, en fait, parce qu'effectivement, Fred a la bonté de reverser les droits d'auteur de son livre à la SBL, puisque Reload est une SBL qui fonctionne sur base de mécénat privé. C'est une SBL que Fred a fondée et qui m'a demandé effectivement de coordonner depuis maintenant presque un an, puisque nous allons fêter notre premier anniversaire tout début décembre. Et l'objectif de Reload, c'est que l'idée n'était pas de faire uniquement de très belles conférences percutantes et d'inspirer les gens sur la question, mais d'aller encore plus loin. Et le but d'aller plus loin, c'était d'aller relever notamment les entrepreneurs qui sont en échec. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde où l'échec entrepreneurial est souvent stigmatisé. Il est souvent mal vu, puisque, et je pense que c'était Sébastien Levaux tout à l'heure qui posait cette question-là, n'est-ce pas justement un problème d'éducation, ce rapport que nous avons à l'échec et l'échec entrepreneurial? Et oui, effectivement, dans notre éducation, depuis enfant, à l'école, notre parcours nous incite toujours à cacher sous la carpette nos échecs plutôt que de s'en servir comme un carburant, comme disait Fred. Et donc, la SBL vient justement en aide aux entrepreneurs qui sont tombés en faillite pour les aider à rebondir. Cette aide est entièrement gratuite puisque notre SBL est, comme je le disais, basée sur du mécénat privé. Et l'objectif, c'est au niveau psychosocial d'aider les entrepreneurs à repartir. Parce que la réponse économique et la réponse juridique est déjà une réponse qui est donnée au niveau parfois public, parfois privé. Mais vous pouvez donner tout l'argent que vous voulez ou toute l'aide juridique à quelqu'un qui n'est pas à l'aise dans ses pompes parce qu'il vit très mal cet échec, eh bien cette aide n'ira pas très très loin. Il faut d'abord stabiliser la personne pour qu'elle puisse apprendre à reconstruire. Alors, certains ont de quoi rebondir à différents moments de leur vie. Et tout à l'heure, il y avait quelqu'un dans le chat qui disait « Moi, ça fait 4 fois que j'ai été licencié dans ma carrière, j'ai toujours su rebondir, mais la 5e fois, là, j'ai du mal. » Et effectivement, Reload intervient pour ces entrepreneurs pour dire « Ok, maintenant, vous avez besoin d'un coup de main, eh bien, nous allons vous tendre la main. » Comment le faisons-nous? Eh bien, nous avons toute une armée de bénévoles professionnels qui sont des mentors, qui sont des coachs, qui sont des experts dans certains domaines pour aider ces entrepreneurs de manière individuelle et collective à capitaliser sur cet échec.
pour dire que oui, cet échec, je ne l'ai pas souhaité et peut-être que j'en ai une part de responsabilité. Mais en attendant, j'ai besoin de m'en servir, non pas comme une pierre d'achoppement, mais vraiment comme un marchepied pour repartir vers quelque chose de meilleur. Que ce quelque chose de meilleur soit dans l'entrepreneuriat ou dans le salariat. À vrai dire, Reload n'a pas d'objectif par rapport absolument à renvoyer des gens dans l'entrepreneuriat. L'important, c'est qu'ils puissent rebondir et le faire rapidement. En combien de temps? Bon, le temps que ça prendra. Certains, effectivement, que nous accompagnons, parfois en 2-3 mois, ils rebondissent. Certains, ça pourra prendre peut-être 1 an et demi. Mais l'important, c'est qu'ils puissent effectivement rebondir dans cette nouvelle activité. Et donc, si vous voulez voir davantage d'informations, bien que la V2 du site web est en cours de développement, n'hésitez pas à aller sur le site, c'est www.reloadbelgium.org. D'ailleurs, Fred, tu peux peut-être mettre l'adresse. Je vois que tu as déjà mis l'adresse mail, mais tu peux peut-être mettre aussi l'adresse du site web. N'hésitez pas à prendre contact avec nous en toute confidentialité. On passe un petit coup de fil, on se fait un Zoom, on se rencontre. Nous sommes basés sur Mons, mais nous œuvrons sur l'entièreté de la Wallonie. Et l'objectif, c'est vraiment de vous aider à rebondir. Et une fois que l'entrepreneur se dit « Ok, là maintenant, j'ai stabilisé, j'ai retrouvé ce carburant pour repartir de l'avant et j'ai besoin d'être challengé par rapport à ce nouveau projet que j'ai », eh bien, nous passons la main. Nous passons la main à d'autres structures qui sont là pour aider les entrepreneurs à valoriser leur idée, à chercher du financement, à faire un business plan, puisque ça, ce n'est pas notre domaine. Nous accompagnons de manière psychosociale les entrepreneurs et pas de manière juridique. Mais nous ne les laissons pas aller dans le vide puisque nous les accompagnons jusqu'à ces autres structures qui font très bien leur travail. Donc voilà très brièvement ce que Reload fait, cet ASBL que Fred a mis sur pied et que j'ai vraiment le bonheur, la joie de pouvoir coordonner. Nous avons besoin aussi toujours de volontaires, de bénévoles. Donc, si parmi vous, il y a éventuellement des coachs professionnels qui sont spécialisés peut-être dans le burn-out, dans la réorientation professionnelle, bref, qui sont formés, qui ont un beau background sur cet accompagnement, ce coaching, eh bien, ils sont les bienvenus puisque notre communauté, nous cherchons toujours à l'agrandir. Aujourd'hui, nous avons des faits qui sont un peu en trompe-l'œil parce que beaucoup d'entreprises vivent sous perfusion, mais nous savons que cette vague est encore devant nous. Nous le voyons au travers des statistiques que les secrétariats sociaux, par exemple, nous font parvenir. Il va y avoir encore pas mal de cas malheureux. Et donc, c'est pour eux que Reload vit, c'est pour eux que Reload existe. Donc, si vous ou des connaissances rencontrent cet échec entrepreneurial, eh bien, welcome at reloadbelgium.org. Vous ou vos proches êtes les bienvenus. Voilà, 11h58. Nous avions promis d'être dans les temps. Donc, je repasse la parole à Camille. Merci vraiment à tous les deux. C'était une magnifique conférence. Je crois qu'en lisant les commentaires dans le chat, on voit l'impact que ça a eu. Ça m'a aussi beaucoup parlé. Donc, vraiment, merci Fred d'avoir aussi pris le temps de pouvoir partager tout ce que tu avais à partager. On sent la passion. Et donc, voilà, je pense que le message a bien été reçu par les personnes qui étaient avec nous ce matin. Ce que j'avais envie de proposer, donc, comme vous le savez, les conférences sont en replay en 48 heures sur la chaîne YouTube de Job & Sense. Après, elles sont dans le pack. Mais vraiment, si une conférence, et donc là, je pense à ce message-là parce que voilà, je sens les messages dans le chat. Si ça vous parle, prenez le lien YouTube. Partagez sur votre Facebook, partagez sur vos réseaux sociaux, partagez à des amis, collègues ou autres entrepreneurs salariés finalement, parce que l'échec, on voit que c'est quelque chose auquel on peut faire face dans notre vie pour que ça puisse faire du bien à un maximum de personnes. Et puis voilà, on peut encore s'inscrire. Le salon, c'est jusqu'au jeudi. Donc voilà, merci d'avoir été avec nous ce matin. On se retrouve juste en début d'après-midi pour l'alternance, une piste pour envisager sa reconversion professionnelle. Merci beaucoup Fred, merci beaucoup Sébastien d'avoir été avec nous, c'était vraiment passionnant. Je me réjouis de la réécouter au calme aussi, voilà, de mon côté. Je pense qu'il y a énormément de choses à apprendre et à mettre en pratique. Donc, un tout grand merci et merci à tous d'avoir été avec nous. Je vois tous les messages dans le chat. J'imagine que ça fait aussi plaisir d'avoir eu autant de monde et voilà, plein d'implications. Merci à vous deux. Bonne fin de journée, bonne fin de matinée à tous et à tout à l'heure en début d'après-midi. À bientôt. Au revoir. Au revoir, merci. Salut tout le monde, merci à vous.